Madame, Monsieur, bonsoir. Au millième jour de la guerre en Ukraine, le conflit vient de prendre une tournure inédite. Pour la première fois, l'armée ukrainienne revendique des attaques sur le territoire russe sans toutefois préciser le type d'armes utilisées, mais nul besoin, puisque l'attaque survient au lendemain du feu vert américain d'utiliser des missiles à longue portée, les fameux attaques, en Russie. Du point de vue occidental, et comme rappelé par le chef de l'État français à la réunion du G20, c'est un changement profond dans ce conflit, avec l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie. Et si le Kremlin a de nouveau utilisé une rhétorique menaçante en agitant le spectre nucléaire, les missiles tactiques feront-ils une différence dans cette guerre en Ukraine ? Les deux ennemis semblent en tout cas avoir trouvé un consensus, pas de reddition et une promesse de victoire revendiquée par les deux camps. Si le chef de la diplomatie russe met en cause l'implication de Washington, serait-on à l'aube d'une troisième guerre mondiale telle que le prétend le président américain élu Donald Trump? Et si l'autorisation à Kiev d'utiliser des missiles à longue portée était la dernière cartouche de cette administration, quels pourraient être ses dommages collatéraux pour la paix et pour la future administration américaine? Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois, et c'est un plaisir de l'accueillir depuis Paris, l'expert en géostratégie et général de brigade, général François Chauvency. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Avec moi en plateau, l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à vous, encore une fois, sur le plateau de questions d'actu. Merci beaucoup. Général Chauvency, le ministère de la Défense russe dit que 6 missiles longue portée ont été interceptés dans la région de Briansk cette nuit, ou la nuit précédente. Le président ukrainien, Zelensky, botte en touche, se limite de dire que son pays a des missiles d'attaque à sa disposition et va, je cite, les utiliser. Comment interpréter cette communication entre ce que déclare le président ukrainien et puis ce qu'a déclaré l'armée ukrainienne sur Telegram? Alors c'est très difficile à imaginer que le président Zelensky soit aussi discret sur une frappe efficace sur le territoire russe. J'avoue que je suis un peu interpellé depuis que j'ai entendu cette information. Et mon idée peut-être, est-ce que le président Zelensky n'a pas frappé dans un endroit sur la terre russe, là où ce n'était pas forcément autorisé par les Américains? Car jusqu'à présent, depuis plusieurs jours, qu'est-ce que nous entendions du côté américain, même si ce n'est pas d'une voix officielle, mais par des responsables à titre officieux? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que ces ATACMS pourraient frapper la terre russe dans la région de Koursk, donc beaucoup plus au nord. Or là, on frappe dans une autre région de la Russie. Est-ce que le président Zelensky a voulu prendre une certaine initiative? Car il est peu vraisemblable que les Américains aient laissé l'autorité totale des Ukrainiens sur l'emploi de ces missiles. Voilà. Donc c'est une interrogation. Et même si les Russes disent que ce sont des ATACMS, il n'y avait pas besoin d'ATACMS pour frapper comme les Ukrainiens l'ont fait aujourd'hui. La distance est suffisante avec des armements ukrainiens. Cet aéroport ou ce dépôt de munitions a déjà été frappé il y a quelques mois par les Ukrainiens. Donc voilà, on est un peu dans une certaine forme d'interrogation sur quelle est l'arme qui a frappé, quel est le message que l'on veut passer, est-ce que c'est le vrai message? Voilà, donc beaucoup d'interrogations sur non pas la réalité de la frappe qui a bien eu lieu, mais sur l'engin militaire ou les engins militaires qui ont causé cette frappe, sachant qu'en principe, les attaques MS ne sont pas interceptables. Donc on peut avoir une autre interrogation. Absolument. On peut d'ailleurs voir sur la carte qui sera projetée dans quelques instants les impacts finalement de ces missiles. Ce sont effectivement des attaques qui ont été menées sur le territoire russe à une portée théorique de 300 kilomètres. Colonel Saoud, qu'est-ce qui laisse présager ou croire qu'effectivement ce sont des attaques MS qui ont été utilisées dans la nuit dernière pour attaquer le territoire russe? Et rappelons-le que ces attaques n'ont pas fait de victimes, selon les autorités russes. Tout à fait. La région concernée par les communiqués des uns et des autres, c'est la région de Briansk. Je confirme évidemment les hypothèses du général Chauvency. Est-ce que c'est des attaques MS? Est-ce que c'est d'autres armes? Parce que la portée de Briansk, ce n'est pas 300 km. C'est beaucoup moins.
Et donc, il y a un doute là-dessus. C'est 110 km pour Briansk. Voilà, donc voilà. Ils avaient déjà... Il faut signaler que les attaques MS l'Ukraine est en possession des attaques MS. Et il les a utilisées. Sommes-nous devant juste des enchères d'informations? C'est-à-dire que oui, Washington, quand même, l'administration Biden qui fait cette déclaration à quelques semaines de la fin du mandat du président sortant, Joe Biden, et juste après, on a cette attaque sur Briansk. C'est ce que vient de dire le général, justement. Est-ce que c'est des attaques à MS? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, évidemment, ça a été dit. Hier, on a attaqué aujourd'hui. Mais le problème, c'est pourquoi on a attaqué. On a voulu faire croire que c'est des attaques à MS, justement, parce qu'il y a dans cette région-là, notamment à Kursk, un contingent nord-coréen qui est là, et c'est une réponse certainement pour aviser et pour donner un avertissement aux Nord-Coréens. Le contingent nord-coréen, est-ce qu'il représente réellement une menace ou c'est encore une fois une enchère d'informations de la part Toutes les Kremlin pour montrer que nous avons encore des alliés? Toutes les informations concordantes, oui. Tous les renseignements font état de la présence d'au moins 10 000 Coréens dans cette zone particulière de la Russie. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc, en Russie, pas en Ukraine, pas sur le territoire. Non, en Russie et dans la région de Kursk. Oui. Maintenant, quel serait le rôle de ce contingent, sachant que les Coréens du Nord n'ont jamais fait la guerre depuis 1950-53 et que les problèmes d'interopérabilité vont se poser. Et puis, bon, je ne sais pas si ça sera de la chair à canon, sachant que pour la Corée du Nord, un mort, c'est un fait divers, 1000 morts, ça sera une statistique, tout simplement. Et donc, là, je pense que ça sera un objectif militaire pour les Ukrainiens. Peut-être un complément d'information, Général Chauvency, sur la présence de troupes nord-coréennes. Et puis aussi, et cela m'a interpellé, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas détecter des missiles attaques MS. Comment alors être sûr de la vérité et ne pas tomber dans les pièges de cette guerre informationnelle qui a commencé au tout début de cette guerre en février 2022 ? La réponse est assez claire. Le président Zelensky doit dire oui ou non qu'il a utilisé des attaques MS. Il n'y a que lui qui connaît la réponse. Mais je répète mon interrogation. Il ne l'a pas fait. Il y a des journalistes ukrainiens, effectivement, qui ont eu des contacts avec l'état-major, et l'état-major ukrainien disant « oui, ce sont des attaques MS », mais aucune déclaration officielle en tant que telle. Voilà, donc on peut se poser des questions. Exactement. Alors, et sur cette présence de troupes nord-coréennes, est-ce qu'on est là dans du show où les autorités russes sont en train de montrer que leurs alliés se tiennent, littéralement, en chair et en os, à leur côté sur le front de guerre, ou effectivement, ça pourrait avoir un impact aussi petit soit-il sur le déroulement des opérations sur le terrain? Alors, ça peut avoir un aspect, je dirais, positif pour les Russes, parce que 10 000 hommes, c'est beaucoup. Et effectivement, comme disait le colonel, de quoi sont composés ces 10 000 hommes? Personne n'en sait rien. On n'est pas capable de dire ce sont des fantassins, ce sont des blindés, ce sont des artilleurs, même si on a eu quelques pièces d'artillerie sur des trains. On ne sait pas la constitution de cette force, on ne sait pas ce qu'elle représente. Mais néanmoins, c'est une force d'appoint suffisante qui évite à Vladimir Poutine d'avoir une mobilisation supplémentaire, car les pertes sur le terrain, elles sont là. Alors on ne sait pas combien, mais elles sont importantes. Et puis j'ajouterais peut-être une deuxième chose qu'on ne soulève peut-être pas assez, c'est quand même 2 puissances nucléaires aujourd'hui qui sont engagées dans un conflit. Parce que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Donc on a 2 puissances nucléaires côte à côte, face à l'Occident, face à l'Ukraine, et je pense que ça peut quand même aussi interroger sur ce que signifie cette alliance sur le terrain de 2 États autoritaires, États nucléaires, chacun ayant des problèmes dans sa région. Et puis j'irai encore plus loin, je conclurai sur ce point-là. Je me pose même la question, effectivement, ces troupes coréennes ne sont pas entraînées, n'ont pas connu la guerre depuis bien longtemps. Enfin, un service militaire de 8 à 10 ans pour les soldats coréens,
ils sont un peu entraînés. Maintenant, effectivement, c'est la guerre qui va les aguerrir. Et je me poserai la question quand même si cet aguerrissement, puisqu'on parle même de 100 000 hommes maintenant, selon l'agence Bloomberg, à terme, si ces hommes-là ne sont pas destinés à être aguerris en vue, effectivement, d'une déstabilisation en Corée face à la Corée du Sud, et que c'est peut-être ça l'objectif, finalement, de la Corée du Nord, c'est entraîner ses troupes à la guerre, dans la guerre, pour plus tard, éventuellement, être en confrontation avec la Corée du Sud, qui s'inquiète énormément d'ailleurs de cet engagement militaire nord-coréen en Russie. Alors, nous avons ici une nouvelle donne, celle des missiles à longue portée, l'autorisation de Washington à Kiev d'utiliser ces missiles. On n'est pas sûr que ce sont ces ATACMS qui ont été utilisés, on l'a bien compris, mais qu'en est-il de la symbolique de ce feu vert et puis de la réaction immédiate du Kremlin? C'est-à-dire là, on est en train de dire qu'il y a un décret qui a été signé aujourd'hui même par le président, à quelques heures après les attaques, pour l'utilisation de l'arme nucléaire. Est-ce qu'une ligne rouge, elle n'a pas été aussi franchie au tout début de cette guerre, quand l'OTAN a décidé d'inclure ou d'accueillir l'Ukraine, et donc ça représentait une menace potentielle pour la Russie, et là on pointe des missiles à longue portée aux portes de la Russie, et que ça peut aussi réveiller le monstre. Oui, bon, pour ce décret, la menace nucléaire. Vous savez, le nucléaire, c'est normalement une arme de non-emploi et une arme du maintien de l'équilibre de la terreur. Malheureusement, aujourd'hui et depuis 2022, la grammaire nucléaire a changé. On commence à en parler, on commence à brandir cette menace, même si, de mon point de vue, je pense que c'est de la gesticulation. Premièrement, parce que vous employez le nucléaire, vous serez l'arroseur arrosé, primo. Deuxièmement, en ce qui concerne la Russie, je pense que la pression chinoise et indienne, qui ont toujours mis la ligne rouge pour l'emploi du nucléaire devant dans toutes les réunions à l'organisation de la coopération de Shanghai, etc., on a toujours dit que c'est une ligne rouge. Maintenant, cette escalade verbale, ce n'est pas la première ligne rouge que les Occidentaux ont franchie. Les partenaires, on a franchi la ligne rouge des blindés, on a franchi la ligne rouge des scalps et des shadows. J'ai oublié le nombre de lignes rouges franchies. C'est une de plus, mais je pense que c'est une frilosité, je pense que c'est une fébrilité qu'on sent. Oui, mais là, c'est une fébrilité, mais le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, oui, a quand même mis en cause l'implication de Washington. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pointe du doigt Washington comme acteur de ce conflit entre l'Ukraine et les États-Unis. Ce ne sera pas la première fois, vous me direz. Mais vous savez, donner des munitions, du matériel ne fait pas de vous un co-belligérant. Ça, c'est... dans les règles de la guerre. Dans les règles de la guerre, tant que vos troupes ne sont pas engagées, vous pouvez... Et l'OTAN, il y a une confusion dans le rôle de l'OTAN. Ce sont les pays de l'OTAN qui donnent du matériel. Ce n'est pas l'OTAN en tant qu'organisation, parce qu'il y a cette confusion chez certains, et le général Souvonsi, j'espère qu'il va être de mon avis. Et donc, les États-Unis ont été impliqués depuis le début, avec un retard certes, comme disait quelqu'un, peu et un peu trop tard. À chaque fois, il y a une étape de retard sur tous les renforts qui ont été mis, mais ça a quand même un seul objectif politique pour moi, c'est au moins remettre l'Ukraine dans une meilleure disposition dans des potentielles négociations. Et ça, je pense que c'est le but essentiel, en plus de ce contingent supplémentaire coréen. Je pense qu'on veut la mettre dans... Même si beaucoup des bombardiers, beaucoup d'objectifs
ont été éloignés de cette zone-là depuis que l'Ukraine est à Kursk. Et donc, mais il y a encore de la portée pour des cibles militaires qui sont pré-identifiées, il faut le savoir. Beaucoup parlent de cibles militaires, mais je pense que les États-Unis, les Occidentaux et l'Ukraine savent quelles sont les cibles qui sont pré-choisies. Alors, escalade verbale, il y a aussi des déclarations ici et là. On est en train d'assister à un réel jeu d'échecs de comment affaiblir davantage l'autre pour qu'il négocie mieux. Est-ce que c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est en train d'accélérer le processus, colonel Saoud? Je n'irai pas jusque-là. Entre un candidat dont les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et celui qui va venir à la Maison-Blanche dans la réalité des choses. Et je pense que le briefing qu'il a eu avec le président sortant, on a discuté de beaucoup de choses et on a discuté justement de cette transition, mais aussi de l'Ukraine et du problème de Proche-Orient. Je pense qu'il a été briefé. Maintenant, le président sortant a encore près de 60 jours pour exercer son pouvoir constitutionnel. D'ici là, on regardera. Mais les signaux... Mais l'autorisation d'utiliser justement ces missiles à longue portée, elle est venue dans ces 60 jours qui restent. Absolument, il est dans son rôle constitutionnel. Oui. Personne ne peut lui contester. Il y a des commentaires défavorables chez certains républicains. On en parlera peut-être après. Général Chauvency, est-ce que vous pensez que cette annonce d'utilisation ou en tout cas d'autorisation d'utilisation de missiles à longue portée aurait des conséquences au niveau mondial? En d'autres termes, est-ce que si ces missiles sont bel et bien utilisés par Kiev, cela pourrait porter le conflit à une régionalisation peut-être de ce dernier? Alors c'est une possibilité, mais je n'y crois pas trop. Tout dépend en fait de ce que les Ukrainiens disposent. Est-ce qu'ils disposent beaucoup d'attaques MS? On n'en sait absolument rien. Sont-ils capables de faire une frappe décisive sur des moyens militaires russes? On n'en sait rien non plus. Je dirais que la régionalisation du conflit, ou du moins une aggravation du conflit, ne se comprendrait que s'il y avait une frappe massive sur le territoire russe avec des attaques MS qui mettraient l'armée russe en difficulté. Et là, effectivement, il pourrait y avoir une implication grave sur la guerre et donc, en conséquence, sécuritaire. Mais à la date d'aujourd'hui, on n'en est pas là. On en est dans une gestion normale de la guerre, où effectivement les lignes rouges, les unes après les autres, sont franchies, mais il n'y en a plus d'autres après. Il n'y a plus de ligne rouge. Quelle sera la prochaine ligne rouge? À part le nucléaire, qui est quand même à éloigner, parce que c'est une arme de non-emploi théorique, même si un décret nouveau a été signé par Vladimir Poutine hier ou aujourd'hui, en disant que oui, l'arme nucléaire peut être utilisée pour défendre la souveraineté russe et son territoire. Alors, il faut regarder tout le détail du texte. À part cela, il n'y a plus de ligne rouge à franchir. Donc, on est dans la guerre conventionnelle avec un affrontement sur les 2 mois à venir, donc jusqu'au 20 janvier, date de l'intronisation de Donald Trump, où chacun va essayer d'avoir le maximum d'acquis territoriaux. D'un côté, les Russes de conquérir le reste des oblasts non conquis jusqu'à ce jour, et les Ukrainiens essayant d'une part de maintenir Kursk comme gage, et d'autre part de résister le plus possible sur le front de l'Est, en reculant le moins possible, afin de finalement de ne pas laisser le champ libre à la Russie. Tout à l'heure, colonel Saoud a évoqué les pays de l'OTAN qui finalement fournissent des armes à l'Ukraine. Ce n'est pas l'OTAN. En parlant des pays de l'OTAN, est-ce que les Européens vont ou sont alignés à ce jour, notamment après cet appel du chancelier allemand au président russe il y a 2 semaines de cela? Les pays, ce n'est pas l'OTAN qui fournit
les armements. En revanche, l'OTAN fournit des renseignements d'une manière collective et il y a un partenariat OTAN-Ukraine qui a été créé. Hein. Donc il y a des échanges sur les questions militaires. Mais il est vrai que ce sont les États qui fournissent l'ensemble des équipements militaires à titre national, en bilatéral, même si l'Union européenne, pour sa part, donne aussi des équipements militaires sous une forme à partir de l'argent qu'elle met à disposition. Alors maintenant, la question, est-ce que l'Union européenne, je parle bien de l'Union européenne, serait capable finalement de faire face d'une part, et est-ce que c'est à l'OTAN d'être en première ligne? Il est évident que si à terme il devait y avoir des négociations, ce qui semble quand même apparaître par moment entre la Russie et l'Ukraine, jamais la Russie n'acceptera que l'OTAN s'implante en Ukraine. Donc on revient bien à l'hypothèse de l'Union européenne qui aura une responsabilité militaire à prendre, ce qui lui est toujours très difficile, et surtout quand on est à 27. Et ce qu'a fait le chancelier Scholz montre quand même que les États n'ont que des intérêts et l'Allemagne en a des particuliers. Et il a mis en difficulté finalement la politique européenne face à la Russie. Alors jouer sa propre carte n'est pas une bonne chose en collectif et ça peut avoir des conséquences car ça décrédibilise l'action de l'Europe face à la Russie. Absolument. Je voyais colonel Saoud acquiescer aux propos du général Chauvency. Mais comment voyez-vous l'évolution de cette guerre après 1000 jours? Vous vous souvenez, sur ce même plateau, on disait qu'elle allait durer, hein, cette guerre. Vous savez, finalement, on l'avait déjà dit. Vous avez raison, malheureusement. Mais j'ai une question et une parenthèse. C'est le chiffre 1000. Ah oui, 1000 jours, oui. vous vous rendez compte? Comme si l'invasion a commencé en 2022, alors qu'elle avait commencé en 2014. Oui, mais après, il y a eu les accords aussi en 2014. Oui, colonel. mais bon. Et puis, il y a toute la préparation, il y a toute la guerre en Crimée, toute la guerre dans la mer d'Azov, Sébastopol reprise, tout ça. Je pense que c'est un raccourci de parler de 1000 jours, qui est un langage emprunté à la médecine pédiatrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est la phase de la grossesse jusqu'à 2 mois, jusqu'à 2 ans d'allaitement. Je pense que, pour moi, c'est un raccourci. C'est un film à 2 feuilletons. Le feuilleton de 2014 et de 2022 jusqu'à maintenant. Bon, ceci dit, sur la régionalisation du conflit, j'acquiesce évidemment, mais je pense qu'on en sera encore là, même après le 20 janvier. Et parce que Emmanuel Macron dit que le soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Tout le monde l'a dit, ça a été dit par le vice-président de la Commission, ça a été dit par le chef de l'OTAN, ça a été dit par le président Macron. J'espère que les Européens emboîteront le pas aux États-Unis et qu'ils pourraient suppléer les insuffisances ou en cas où les États-Unis, après le 20 janvier, pourraient se désolidariser, ce qui me semble peu probable en l'état actuel des choses. Désolidariser, ça veut dire ne plus envoyer de munitions, d'armes, d'argent à Kiev. Voilà. Si les États-Unis se désolidarisent, l'Europe suivrait, selon vous? On a vu la réaction du chancelier allemand. Bon, ça, c'est après l'élection de Donald Trump, parce que bon, oui, c'était une coïncidence peut-être, mais elle était trop flagrante pour n'en être qu'une. Hein. On mettra ça dans la rubrique diplomatie téléphonique, tout simplement. Et on sait évidemment la période politique où se trouve l'Allemagne en ce moment. Et on sait évidemment qu'il y a des élections en l'air. Mais il y a quand même des partis politiques qui ont dénoncé tout ceci et qui sont pour l'aide à l'Ukraine. Maintenant, tout le monde était suspendu à l'élection de Trump. Elle est là. Il a choisi son cabinet. Mais beaucoup de choses peuvent se passer avant le 20 janvier. Oui, d'ici là. Bon, on n'a pas entendu... Moi, je n'ai pas entendu Biden au G20. Je ne sais pas ce qu'il a dit. On suivra. Mais l'Ukraine était au centre quand même des discussions. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir sur ces 1000 jours
de la guerre en Ukraine. Merci à vous également, Général François Chauvency. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait avec plaisir. Tout plaisir est pour nous, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.